bio en région. Et depuis quelques années, nous participons donc au SPACE à travers des conférences que nous organisons à travers aussi un stand. Nous ne sommes pas présents physiquement, mais en tout cas, nous essayons quand même de proposer en tout cas une conférence en visioconférence. Et donc, voilà, nous, nos missions globalement, Interbio et IBB, sont d'accompagner les filières, donc à travers notamment des rencontres filières, à travers aussi des actions fortes de communication, à travers des études sur le marché de la bio, notamment dans nos régions. Voilà, à travers aussi, pour ce qui concerne l'IBB, des travaux d'expérimentation. Et donc, enfin voilà, c'était juste pour vous donner, nous identifier un petit peu en tant que structure organisatrice. Et donc, avant de laisser la parole à mon homologue Gulven Wallick, donc, je voudrais juste rappeler quelques règles afin que cette conférence se passe au mieux. Donc, la première, c'est, si vous le pouvez, de désactiver vos micros et la vidéo dans le cas où vous n'intervenez pas. Alors, vous aurez la possibilité effectivement d'intervenir. Il y aura un temps de questions. Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure et il va y avoir donc 3 interventions successives. Et à l'issue de ces interventions, il y aura un temps de questions. Et à ce moment-là, vous pourrez et vous présenter et poser les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Voilà, ben sans plus tarder, je laisse la parole à Gulven Wallick. Bonjour à tous. Donc, au niveau du déroulé de la conférence, en fait, on a prévu 3 temps. Le premier temps, c'est un temps de présentation, 20 minutes à peu près, de l'agence bio sur le marché de la bio, en fait, et l'évolution des filières animales. Un focus sur le marché de la viande et notamment des éléments sur la conjoncture 2020 et aussi quelques éléments sur la consommation pendant, après et après la période de confinement. Ça, c'est le premier temps, à peu près 20 minutes. Le deuxième temps, ce sera les témoignages de nos intervenants. Donc, du coup, Franck Rougal, le directeur de Bretagne Viande Bio, et puis Yannick Blanchard de la CAVAC, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'agence bio Eva nous présenter son PowerPoint. Ensuite, je reprendrai la parole et je présenterai les différentes questions qui se posaient sur les filières animales en France, du coup, et dans le Grand Ouest. Et ensuite, après les 2 témoignages de Franck et de Yannick, en fait, on aura un temps d'échange entre nous avec des questions-réponses. Voilà un peu la forme de la conférence. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Eva pour démarrer cette conférence. Bonjour à tous. Et puis merci à IBB et à Interbio Pays de la Loire pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter en fait des éléments sur le marché des produits alimentaires bio en 2019 et en faisant un petit focus en fait sur le marché des viandes et les éléments de perspective suite à la crise du Covid-19. Mais bon, sachant que voilà, on n'a quand même pas tout le recul nécessaire pour anticiper ce qui va se passer, et même pour pour savoir vraiment ce qui s'est passé pendant le confinement et juste après le confinement cette année. Donc, je vais reprendre pas mal d'éléments d'une conférence de presse qu'on a tenue le 9 juillet 2020 qui s'intitulait « La consommation bio en hausse en 2019 stimule la production et la structuration des filières françaises ». Et cette conférence était axée sur à la fois la présentation du marché de la bio en 2019 et sur la présentation aussi de la capacité de production en bio en France, capacité de production tant au niveau des opérateurs de l'amont, des producteurs, que de l'aval, donc les transformateurs et les distributeurs. Donc, ce qu'on constate en 2019, c'est que le marché bio se massifie grâce à la structuration des filières. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de produits qui nécessitent de la structuration des filières, pas seulement des produits bruts agricoles, des produits qui vont être transformés, qui vont permettre de développer le marché de la bio. Donc, le marché de la bio, en 2019, il approche 12 milliards d'euros.
il atteint, en fait, on estime 11,93 milliards d'euros, soit une croissance de 13,5% par rapport à 2018. Alors, il faut savoir que, en fait, cette année, on a révisé nos séries sur 10 ans. Et ces révisions concernent avant tout l'épicerie et la boulangerie. Et de façon globale, en fait, ça bénéficie avant tout à la GMS, hein, où ces produits sont plus vendus. On sous-estimait, en fait, la quantité d'épicerie bio vendues en GMS. Voilà. Donc, cette consommation de presque 12 milliards d'euros se décompose entre une consommation des ménages, qui constitue l'essentiel de la consommation, avec 11,3 milliards d'euros, qui constitue aussi l'essentiel de la progression, avec 13,3% par rapport à 2018. Et c'est une tendance maintenant qui est un peu de fond. En fait, ce n'est pas juste une croissance qu'on constate entre 2018 et 2019. La consommation des ménages a plus que doublé en 5 ans. Et depuis 2016, tous les ans, on observe une augmentation d'environ 1,3 milliard d'euros tous les ans, en fait. Donc, de façon assez régulière, on a cette progression de 1,3 milliard d'euros. Et par ailleurs, on a un segment du marché qui est un peu plus petit, qui est beaucoup plus petit même, je dirais, qui est la restauration hors foyer, avec 640 millions d'euros en 2019, mais avec une progression assez notable de plus 16% par rapport à 2018, et qui même s'élève à plus 21% par rapport à 2018 quand on s'intéresse seulement à la restauration collective. Donc derrière ça, il y a la loi Egalim, qui fixe des objectifs d'introduction de bio en restauration collective, donc, à hauteur de 20% à horizon 2022. Tout ça vient stimuler l'introduction des produits bio en restauration collective, mais aussi commerciale, parce que jusqu'à présent, le bio était assez peu introduit dans ces circuits-là. Si on passe à la diapo suivante, ce qu'on constate, c'est que dans le mix produit bio, donc là, à l'extérieur du cercle, on a l'ensemble des ventes en bio, compartimentées par famille de produits. Et à l'intérieur, on a la consommation des ménages en général par type de produit constatée par l'INSEE. Ce qu'on peut constater, c'est que globalement, on a un mix qui est plus végétal en bio. Et surtout, en fait, on a beaucoup moins de viande qui est consommée en bio qu'en conventionnel. Donc, ce n'est pas seulement que les consommateurs de bio achètent des végétaux bio et de la viande pas bio, hein, parce que quand, par exemple, dans l'étude BioNutrinet, on voit bien que c'est quand même une tendance de fond des consommateurs de bio de consommer moins de viande. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une part de la transition protéique qui se fait vers des produits laitiers. On voit que le rayon crèmerie, par contre, est beaucoup plus important. Donc, crèmerie, ça inclut le lait, les produits laitiers et les œufs. Mais au global, si on somme les viandes et la crèmerie, on a 36% en bio contre 40% en conventionnel, enfin en général en fait dans la consommation des ménages. Donc globalement, on a quand même un mix qui est moins carné et en tout cas moins animal. Donc voilà, donc ça, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des progressions différentes selon les produits entre 2018 et 2019. Donc comme je disais en introduction, c'est avant tout les produits transformés qui ont bénéficié de la croissance du bio, les produits transformés, mais aussi les œufs. Donc, on a eu une très forte progression pour les œufs de l'ordre de 22%, une très forte progression pour les produits laitiers qui sont transformés aussi hors lait liquide de plus 18%, qui sont venus accompagner une croissance de la production bio de lait aussi en France, une augmentation des charcuteries et salaisons de plus 15%, une progression de 13% des volailles, de 12% des viandes de boucherie et de plus 5% du lait liquide. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne le secteur animal. Globalement, on a eu quand même des croissances assez soutenues, quel que soit le secteur. On a eu des croissances, déjà, ce qui n'est pas le cas forcément quand on s'intéresse au conventionnel. Et on a eu des croissances fortes pour les produits transformés, mais aussi pour les viandes en général. Donc, si on passe à la diapo suivante, on constate que la part de produits bio consommés par les ménages français dans leur alimentation globale représente de l'ordre de 6,1% de leurs achats alimentaires donc à domicile. Et si l'on ramène ça à une consommation moyenne de produits bio en incluant la restauration hors foyer,
on atteint environ 178 € dépensés par an et par habitant pour des produits bio. Donc, pour resituer dans le contexte européen, le premier consommateur de bio en Europe jusqu'à maintenant, c'était l'Allemagne, parce qu'il y a une forte population. Donc, on atteint environ 11,97 milliards d'euros en 2019 pour la consommation bio. Mais par contre, si on ramène au nombre d'habitants, on a une consommation donc, hors RHD. Par contre, on n'est pas tout à fait sur le même périmètre, mais ça ne représente pas non plus des énormes volumes. On est sur une consommation moyenne de 144 € par habitant et par an pour les Allemands. Donc en France, on est au-delà de la consommation moyenne des Allemands par habitant. Ce qu'on constate par ailleurs, en fait, c'est que cette consommation de produits bio dans le mix produit total acheté diffère selon les produits. On a des produits phares comme les œufs où près de 30% des œufs sont consommés en bio. Mais pour les viandes, on a des niveaux un petit peu inférieurs. Donc, globalement, pour l'ensemble des viandes, on est sur une consommation de 3,2% des viandes en bio. C'est-à-dire que 3,2% des viandes qui sont consommées sont de la viande bio. Pour les viandes bovines, on est de l'ordre de 5,6%, viande porcine 5,3%, agneau 7%, la volaille 4,8%. Donc tout ça, c'est autour de 5%. On est un petit peu en dessous de la consommation globale des ménages en produits bio par rapport à l'ensemble des achats. Et ce qui vient vraiment plomber le secteur de viande, en fait, c'est ce que les Français consomment le plus, c'est les charcuteries et salaisons, où là, le niveau d'introduction, enfin de consommation de produits bio dans l'ensemble des charcuteries représente seulement 1,1%. Donc c'est lié en partie à un déficit d'offres, mais pas seulement, c'est aussi lié à un différentiel de prix qui est assez fort en fait sur ce segment-là. Donc si on regarde maintenant la progression par circuit, on constate que déjà tous les circuits continuent à progresser. Donc là, j'ai pas fait figurer l'ensemble des progressions. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le circuit qui progresse le plus, c'est la GMS. C'est la GMS qui est motrice de la croissance des produits bio, de la consommation des produits bio. Donc les GMS représentent plus de la moitié des parts de marché du marché alimentaire bio, avec 55% de la consommation des produits bio qui se fait en GMS. Et elle a connu une croissance de 18%, donc au-delà, quand même bien au-delà des 13,5% de croissance générale. Ensuite, le deuxième segment pour la consommation des produits alimentaires bio, c'est les magasins spécialisés bio, qui représentent 28% des parts de marché, avec une croissance beaucoup plus faible, en fait, qui s'est atténuée. Alors, il y a des années où les magasins spécialisés vont passer plus vite, des années où ça va être moins fort. Et là, on est sur une petite période où les magasins spécialisés vont avoir une croissance beaucoup plus faible que la GMS. C'est quelque chose qu'on a constaté aussi l'an dernier. Donc, entre 2018 et 2019, on a eu une croissance de plus 7%. Sur les artisans, on a une croissance de l'ordre de 11%, mais qui concerne avant tout les boulangers, assez peu le secteur de la viande ou du pain, par exemple, les artisans et commerçants, pardon. Et la vente directe, elle, représente 11% des parts de marché, avec une croissance de l'ordre de 8%. Donc aussi en retrait par rapport au GM. Si on s'attarde un peu plus sur ce qui concerne les viandes, on constate des couples entre circuits et produits différents selon les produits. Mais globalement, dans le secteur des viandes et des productions animales, on a, alors c'est vrai que je n'ai pas inclus le lait et les produits laitiers dans mon entouré en rouge là, mais on a une prédominance globale de la GMS dans les ventes de ces produits animaux. Donc pour le lait, c'est vrai que ça atteint plus de 80% le lait liquide, ça représente plus de 80% des produits du lait qui est vendu en GMS. Pour les œufs, on est de l'ordre de 64% en GMS, avec 23% en magasins spécialisés. En ce qui concerne les viandes, donc si on regarde les viandes de boucherie, les 2/3 des viandes bovines et porcines sont vendues en GMS. Et donc en GMS, en fait, il y a un produit phare qui est vendu, c'est le steak haché. Beaucoup de steak haché est écoulé en GMS.
Donc, ça concerne à la fois la viande bovine issue d'élevage allaitant, mais avant tout aussi des élevages laitiers. Voilà, c'est un débouché où on a du mal à finalement valoriser des morceaux un peu plus nobles. Par contre, on peut écouler l'ensemble de la production via ce stackage. En ce qui concerne l'agneau, par contre, on a une répartition à peu près équilibrée entre les différents circuits de distribution. En ce qui concerne les volailles, on a 60% aussi des volumes qui sont vendus en GMS. Et ensuite, à part à peu près égale, on a autour de 20% qui sont vendus en vente directe ou en magasin spécialisé. Et en ce qui concerne la charcuterie, on est proche de 75% des ventes en GMS et de l'ordre de 25% en magasin bio, les autres circuits étant relativement anecdotiques. Donc, il faut savoir que les prix ont peu évolué, sont restés assez stables entre 2018 et 2019. Mais si on regarde, là, je vous ai sorti en fait une infographie qui a été réalisée par Interbev. Tout récemment, en fait, il y a eu un communiqué de presse sur les abattages de viande bio. Et donc là, on a des données en volume de progression par circuit des ventes, des écoulements de viande au sein de la GMS. Pas toute viande confondue, les viandes de boucherie. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a en gros 56% des volumes qui sont vendus en GMS, des volumes de viande qui sont vendus en GMS, 15% environ au global en magasin bio, 12% en boucherie et charcuterie artisanale, 9% en vente directe. Et ce qu'on constate aussi, c'est une forte progression au sein de la restauration hors domicile, où on a eu une poussée, on atteint 7,6% des ventes dans ce secteur de la restauration hors domicile. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même périmètre. Là, on inclut tout ce qui concerne toute la vente en fait de produits bio, et soit auprès des ménages ou au sein de la restauration collective. Donc l'année 2019 a vraiment été marquée par cette forte progression des ventes bio commercialisées en RHD. Elle a progressé de 34% par rapport à 2018, pour un total de un peu plus de 4000 tonnes vendues en 2019. Donc c'est quand même une croissance assez remarquable. Après, voilà, en quantité, c'est plus faible que la croissance qu'on peut observer en GMS, parce que voilà, le volume de GMS est vraiment très important. Mais ça augure quand même d'un marché assez dynamique sur ce secteur-là et qui est voué à se développer avec les objectifs de la loi Egalim. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails sur ces abattages de viande, etc., à consulter en fait ce communiqué de presse d'Interbev qui vient juste de sortir, qui est sorti lundi, il me semble. Là, je vous présente les importations. Donc, globalement, en France, on a de l'ordre de 33% des produits agricoles, des produits bruts bio qui sont importés, que ce soit de pays tiers ou de l'Union européenne. Et ces importations concernent assez peu, en fait, les produits carnés. On est sur une autonomie française en produits carnés bio de l'ordre de 95%. Et l'essentiel des importations concerne la viande de porc, et essentiellement pour le jambon. Donc, on va acheter au Danemark, à l'Allemagne, voilà, du porc pour réaliser des jambons, et souvent seulement le jambon, en fait. Et ce qui permet aussi de réduire les problèmes d'équilibre carcasse, et aussi parce qu'on a une production du porc bio en France qui est assez peu développée. Oui, alors en fait, voilà, entre 2018 et 2019, au global, le taux d'importation a peu évolué, il a plus ou moins stagné, parce qu'on a eu un développement des produits transformés qui utilisent et valorisent les produits bruts d'origine française, et une expansion de la production bio nationale, que ce soit au niveau des végétaux ou au niveau des cheptels, et donc aussi un contexte favorable à des rendements plutôt élevés. Donc tout ça a permis de mieux achalander, de mieux fournir le marché français en produits bio d'origine France. Si on s'intéresse à la production, parce que je vous ai parlé de quelques éléments de production, voilà, en France, maintenant, on a à peu près de l'ordre de 70 000 opérateurs certifiés bio. C'est essentiellement des producteurs, c'est là où la force vive est essentiellement.
on atteint plus de 47 000 producteurs avec une progression de 13% de ce nombre de producteurs. Mais on a aussi une croissance même plus soutenue encore dans le secteur de la transformation et la distribution qui reflète en fait les efforts de structuration des filières pour transformer, mettre en valeur les produits bio et les distribuer au mieux. Et le corollaire de cette croissance du nombre d'opérateurs certifiés en bio, mais aussi de la croissance du secteur en général, c'est qu'on va créer en bio, on va créer de l'emploi, on va en tout cas maintenir de l'emploi, si ce n'est pas créé. C'est un secteur dynamique qui vient stimuler l'économie locale ou l'économie agricole nationale. C'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable dans le contexte assez morose de la France agricole aujourd'hui. Donc, depuis 2016, par exemple, le nombre d'emplois total de la bio a été multiplié par 1,5. Si on regarde les surfaces, on atteint aujourd'hui 8,5% de la surface agricole utile française cultivée selon le mode biologique. C'est beaucoup. Ça commence à être vraiment non négligeable. On s'approche des 10% de plus en plus. On atteint près de 2,3 millions d'hectares cultivés en bio. Et c'est une tendance de fond, en fait. La surface a doublé en 5 ans. On a toujours à peu près 2/3 de la surface en surface fourragère, avec une croissance régulière des prairies et des cultures fourragères depuis ces 5 ans, avec un léger ralentissement depuis 2018. On va voir que voilà, l'élevage dominant commence à se tasser un petit peu. Et au niveau des grandes cultures, là, on a vraiment une lame de fond. Donc ça va vraiment bénéficier aussi à l'alimentation des animaux monogastriques, avec une multiplication par 2,5 en 5 ans, un rythme de conversion qui continue à être très soutenu, avec une progression de plus 17% entre 2018 et 2019, et ce qui représente aujourd'hui en 2019 de l'ordre de 100 000 hectares cultivés en première année de conversion. Voilà, donc il faut savoir aussi, pour remettre dans le contexte européen, que la France représente environ 14% de la surface agricole utile bio européenne. On commence en fait à se rapprocher dangereusement de la première surface agricole utile bio européenne, qui est celle de l'Espagne jusqu'à maintenant. On est vraiment très proche. Alors voilà, on n'avait pas vraiment les statistiques espagnoles actualisées, mais voilà, on est quasiment ex aequo maintenant. Donc, à la fois sur la consommation et à la fois sur la production, la France commence à devenir un leader au niveau européen. Si on s'intéresse plus aux productions animales, alors ce graphique il est très parlant parce qu'on voit bien qu'il y a des secteurs, il y a des types de production où on a une part du cheptel qui est conduit en bio au niveau national qui est très importante, et d'autres au contraire où cette part du cheptel est très faible. Donc elle est très faible pour les truies et les poulets de chair, on n'atteint pas 2% pour les uns et les autres. Par contre, voilà, elle va être très forte pour les poules pondeuses, avec de l'ordre de presque 17% des effectifs ou des mises en place de poules pondeuses qui sont conduites en bio. Les ruches aussi, c'est des niveaux très élevés du même ordre. Et ensuite, donc, on va avoir pour le secteur laitier, dans les brebis laitières, de l'ordre de 10,5% des brebis laitières conduites en bio, 9,7% des chèvres, un petit peu moins pour les vaches laitières, mais voilà, en termes de cheptel, c'est vraiment très important, on a de l'ordre de 7%. Et ensuite, au niveau viande, secteur viande ou secteur allaitant, sur la brebis allaitante, on est de l'ordre de 7% des brebis allaitantes conduites en bio et de 5,3% des vaches allaitantes conduites en bio. Donc, ces différentes productions ont connu des dynamiques différentes. Entre 2018 et 2019, on a une forte progression, un fort engagement en fait dans les filières monogastriques et notamment dans l'élevage porcin, avec des progressions de 17,8% des mises en place de poules pondeuses et de 27% des cheptels de truies. C'est des niveaux très soutenus. C'était moins fort pour les poulets de chair, avec une croissance de l'ordre de 10%. Et par contre, pour les ruminants, donc là, on est sur quelque chose qui va un peu plus stagner. Il faut rappeler en fait qu'on a connu des vagues de conversion vraiment massives dans le secteur laitier notamment,
durant les 3 dernières années. Là, on reste sur des progressions assez fortes au niveau laitier, avec plus 10% et plus 12% en vaches laitières et en chèvres bio. Mais bon, ce n'est pas les niveaux qu'on a connus, ne serait-ce que l'an dernier. On commence à se tasser un petit peu. Et par contre, sur le bovin viande, l'ovin viande bio, on est déjà un petit peu en retrait en 2018. Et là, on a des croissances qui sont plus faibles, de l'ordre de 5% entre 2018 et 2018. Voilà, on reste sur des niveaux élevés quand même de croissance, quel que soit le secteur. Là aussi, dans un secteur de l'élevage qui globalement est assez sinistré les dernières années, le bio se porte plutôt bien. Donc là, la diapo suivante montre juste le communiqué de presse qui est apparu lundi sur l'Observatoire des viandes bio. Je vous invite à le consulter si vous voulez en savoir plus sur les abattages, sur les dynamiques, les écoulements dans les circuits de commercialisation des viandes bio, pardon. Voilà, globalement, en fait, Interbev était quand même très satisfaite Interprofession était très satisfaite de la dynamique du bio qui va permettre de rencontrer les objectifs du plan de filière que s'était fixé l'Interprofession. Globalement, un secteur dynamique dans un secteur un petit peu sinistré. Si on regarde maintenant les perspectives liées à la crise Covid, donc, comme je l'évoquais, c'est un petit peu difficile d'avoir du recul pour nous parce que déjà c'est très récent. Souvent, les données, on les a un an après ou avec du décalage. Il y a différents indicateurs pour appréhender le marché. Ça peut être au niveau des consommateurs, ça peut être au niveau de la consommation elle-même, au niveau des ventes. Mais globalement, ce qu'on a constaté pendant la crise Covid, donc pendant le confinement, c'est qu'il y a eu un report de la consommation de la restauration hors domicile vers la consommation à domicile, de fait. Et cela a bénéficié au bio parce que globalement, comme je l'ai évoqué, le niveau d'introduction de bio en restauration hors domicile, que ce soit en collective ou en commercial, est plutôt plus faible que le niveau de consommation des ménages en produits bio. Tout ça a bénéficié plutôt au bio. Par ailleurs, on a eu plus de consommation via le net, que ce soit en drive, click and collect, livraison. Donc là aussi, pour limiter les contacts, il y a eu beaucoup d'achats via ces canaux-là. Il y a aussi plus de consommation dans les magasins de proximité que dans les hyper et supermarchés. Donc, magasins de proximité des GMS, ça va être les petits magasins de ville, des grandes chaînes de distribution, mais aussi les magasins spécialisés bio qui souvent se trouvent un petit peu dans les mêmes zones géographiques avec à peu près le même format. Tout ça pour limiter les contacts. Par ailleurs, on a aussi constaté le développement des achats directs dans les zones rurales surtout. Et nous, on a réalisé un petit sondage avec Spirit Insight pour savoir comment s'étaient comportés les consommateurs. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait recruté, en tout cas, on avait 8% de consommateurs qui se disaient nouveaux consommateurs de produits bio pendant le confinement. Ils ont consommé bio pour différentes raisons. Voilà, donc il y a différentes explications à tout ça. Il y a le report des GMS, il y a le fait que globalement, on a eu une progression des ventes de produits bio. On a aussi eu des ruptures de stock sur les produits pas bio et donc les consommateurs se sont reportés vers des produits bio. Là, on a eu des croissances fortes sur certains produits qui étaient en rupture de stock. Et par ailleurs, voilà, les consommateurs étaient quand même très préoccupés par les questions de santé, qui a quand même bénéficié au bio. La première raison de consommer bio des consommateurs dans nos baromètres, année après année, c'est la santé. Et c'est quelque chose qui s'est vérifié pendant le confinement. Par ailleurs, voilà, il y avait les notions de niveau de fréquentation ou quantité de personnes dans les magasins. Donc ça a pu bénéficier au circuit bio. En tout cas, dans les magasins bio, voilà, on est plus sur des petits formats où on trouve quand même l'ensemble des produits. Donc les consommateurs ont pu concentrer leurs achats sur ces magasins bio. Mais on a des indicateurs qui sont pas toujours dans ce sens. Donc voilà, c'est pas si clair que ça. Et par ailleurs, voilà, on était plus sur du consommer chez soi, du fait maison. On achetait des produits bio, on achetait pour toute la famille.
Donc, ça a vraiment galvanisé la consommation de produits bio. Et hop. Voilà, mais globalement, en fait, il y a eu vraiment des soucis, il y a eu une préoccupation, hop, j'arrive pas à voir, mais c'est pas grave, sur la santé, sur la qualité des produits, sur l'environnement, sur le soutien aussi à l'économie locale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté plutôt auprès des populations qui ont un âge supérieur à 50 ans. Donc, les consommateurs ont voulu aussi consommer plus responsable. Et ça, c'est une tendance de fond parce que la crise de Covid, elle est arrivée avec tout un tas de réflexions sur c'est une maladie environnementale, c'est parce qu'on a, on va chercher de la viande dans des forêts primaires ou voilà, il y a eu toute une conscientisation autour de l'enjeu éthique de la consommation alimentaire qui s'est faite pendant le Covid. Et du coup, pour le secteur des viandes, on peut penser que peut-être il y aura moins de consommation de viande, mais ça pourrait aussi bénéficier à une consommation de viande de meilleure qualité ou produite selon des critères plus éthiques et donc une plus forte consommation de produits bio, de viande bio. Voilà. Donc, c'est des perspectives qui restent ouvertes pour l'instant et j'espère que ça vous donnera des idées en tout cas pour le débat qui suivra. Merci Eva. Du coup, on reviendra sur la partie question. Donc, du coup, pour structurer les témoignages de Yannick et puis de Franck, en fait, on propose en fait un témoignage en trois axes. En fait, le premier axe, c'est de présenter votre structure. Le deuxième, en fait, ce serait pour plutôt le volet conjoncturel. En fait, comment le Covid a impacté votre activité, les difficultés que vous avez rencontrées pendant la crise. Et le troisième axe, ce serait plutôt l'impact structurel du Covid sur votre activité, donc la situation post-confinement, avec les enseignements à tirer de la crise et également, en fait, s'il y a des changements structurels au sein de votre organisation. Et puis finir peut-être sans doute sur les perspectives futures sur le développement des viandes. Je voulais revenir sur la partie conjoncturelle, notamment sur un fait qui a marqué le Grand Ouest, notamment avec la fermeture des abattoirs. Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité, du coup? Il y a des abattoirs en Bretagne et en Pays des Loire qui ont fermé avec des cas de Covid avérés dans plusieurs abattoirs. Est-ce que tout ça, ça a bouleversé votre organisation? Donc voilà, je vais d'abord laisser la parole à Franck, du coup, pour s'exprimer sur ces questions-là et d'essayer de suivre le fil directeur qu'on a préparé. Voilà, je te laisse la main, du coup, Franck. Ouais, merci Goulven. Bon, bonjour à tous. Donc Franck Rougal. Donc, moi, je suis directeur de Bretagne Viande Bio. Donc, Bretagne Viande Bio, c'est une coopérative 100% bio qui existe maintenant depuis près de 30 ans, hein, puisqu'elle a été créée en 1991. Donc, elle est organisée en 6 SAS et donc elle a aujourd'hui environ 400 éleveurs adhérents, avec également des adhérents qui sont transformateurs et des adhérents qui sont bouchers. Parce que ça, c'était à la genèse de la création de Bretagne Viande Bio. C'était une association d'éleveurs et de bouchers qui souhaitaient, dès 91, vendre de la viande de qualité bio. Donc, elle a aujourd'hui 12 salariés, globalement sur deux métiers, l'accompagnement technique des éleveurs avec 5 techniciens qui tournent sur le territoire. Donc, globalement, qui est, alors pas que breton, 90% des élevages sont bretons et après, on a quelques élevages, je dirais, de la Vendée jusqu'à la Normandie également. Et donc, les techniciens couvrent l'ensemble de ce secteur sur 5 activités, globalement le bovin, le veau, l'agneau, le porc et on fait également du lapin. Donc on a 3 éleveurs de lapins bio qui sont présents chez BVB. Petite particularité, c'est que BVB est sociétaire de Biocoop depuis 2015. Donc on est membre de la section agricole de Biocoop qui est composée de 20 groupements de producteurs bio. Et qui regroupe 4 filières, donc la partie céréales, la partie lait, la partie viande et la partie fruits et légumes. Donc nous, forcément, on fait partie de la filière viande de la section agricole.
La particularité chez BVB aussi, alors c'est qu'on a le troupeau laitier qui sert principalement à la transformation en steak haché, donc grosse activité pour BVB. Sur les 15 000 têtes que l'on a traitées sur le dernier exercice, on en a 3 500, donc on a à peu près un quart du nombre de têtes qui sont des vaches de réforme en fait que l'on fait transformer via une filière de transformation, donc avec 4 industriels bretons, dont un qui prend les 3/4, puisque c'est Montfort-Viande qui est adhérent à BVB. Alors, quel impact du Covid sur les activités et les ventes? Déjà, nous, en fait, on a plutôt, on a été quelque part boosté par le Covid. Alors, pourquoi? Parce que nos marchés traditionnels, on en a 3, en fait. Donc, c'est la GMS que l'on touche principalement, et Eva en a parlé tout à l'heure, par la vente de steak haché, donc transformé donc par nos transformateurs avec lesquels on travaille. La boucherie artisanale que BVB touche en direct, donc puisqu'on a des magasins et on est en charge de leur approvisionnement de boucherie artisanale, et puis tout ce qui est magasin spécialisé, donc ça rejoint également la boucherie artisanale, toutes les boucheries de détail qui sont présentes dans les magasins spécialisés, notamment les Biocoop. Donc du coup, on a eu deux impacts très forts. Donc là, je vous donne un panorama un petit peu de ce qui s'est passé sur les 8 semaines de confinement, du 16 mars globalement au 10 mai. Donc on a eu une augmentation très significative des ventes en boucherie de détail. Donc on a fait plus 35% sur les 8 semaines, avec une volumétrie supplémentaire globale sur 8 semaines de 40 tonnes, toutes espèces confondues. Les 3/4 concernant quand même le bœuf, puisque l'augmentation des volumétries de bœuf a été vraiment très importante sur cette période-là. Concernant le troupeau laitier, là c'est pareil. Alors là c'est encore plus fort, puisque si on regarde les ventes totales de têtes de bétail typées troupeau laitier, donc on était à 400 têtes sur les 8 semaines l'année dernière, et cette année on a fait 750. Donc en fait on a eu une augmentation de 90% sur 8 semaines. Et du coup, chez BVB, on a connu en fait une accélération très forte. Et vu qu'on est peu positionné sur les marchés de la RHD, ou au moins en fait on passe par des transformateurs pour aller sur ces marchés-là. Et c'est vrai que Eva disait tout à l'heure que les marchés de la RHD, traditionnellement il y a moins de bio, parce que déjà c'est en tarification, ce sont des marchés qui sont très liés au prix, et donc forcément on vend aussi beaucoup moins de viande bio traditionnellement sur ces marchés-là, ce qui fait que nous on a eu un effet vraiment accélérateur. Alors quelles ont été les difficultés? Alors comment on a fait pour répondre à ça? Comment on s'est adapté? En fait il a fallu s'organiser très vite, en mode crise. Alors je pense que tout le monde de toute façon y était en mode crise, et pas que dans l'alimentaire. Point positif pour BVB, c'est que du coup, c'était en augmentation, donc on n'a pas dû gérer, on n'a pas eu à se soucier quelque part de problématiques de baisse de volume, de trésorerie, puisque on devait faire appel plutôt à des augmentations de volume. Donc ça a été en fait de travailler au quotidien pour chercher les animaux et pouvoir alimenter nos clients. Voilà. En fait, c'était quand même compliqué. Alors surtout pour la partie troupeau laitier, parce que la capacité d'abord supplémentaire était très forte, donc avec une soudaineté des besoins, donc comme je vous l'ai dit, plus 90%. Et en plus, on était en inadéquation des besoins par rapport à la saison, puisqu'on est tombé le 16 mars, début du printemps. Traditionnellement, le troupeau laitier est plutôt dans les champs à cette époque-là pour manger de l'herbe et faire du lait. Donc c'est plutôt une période où en règle générale on n'a pas trop de vaches laitières, et donc il a fallu quelque part motiver aussi nos éleveurs pour aller les chercher. Alors avec une dimension quelque part aussi, il faut bien se repréciser, je pense que ça va parler à tout le monde, de dire
on était à l'époque dans le truc, vraiment dans l'idée, il faut nourrir les gens, quoi. Faut vous rappeler, bon, il y a eu toute la phase, on remercie les personnels soignants, donc ça on en a parlé, mais c'est vrai que sur la partie alimentaire, il y avait quand même cet esprit de dire, les filières doivent répondre pour alimenter. Bon, il y avait des pénuries, sur pas mal de matières premières, et donc on a participé quelque part à tout ça, et on était vraiment dans cet esprit-là. Donc, il a fallu qu'on soutienne. Alors, on a soutenu la filière, le sourcing en élevage. On a donné une prime aux éleveurs de 10 centimes du kilo pour qu'ils puissent, mettre quelques bêtes sur le marché pour pouvoir les commercialiser. Parce que sinon, ils avaient plus d'intérêt quelque part à les garder pour faire du lait. Voilà. Donc, on a fait ça. Bon, globalement, on a réussi à le faire. Côté organisation d'équipe, donc sur 12 salariés, il y en avait 2 qui étaient en arrêt pour garde d'enfants, puisque ça aussi, c'était la grande période, avec des arrêts possibles. Donc toute l'équipe, en fait, les 10 salariés restants se sont concentrés sur gérer quelque part les besoins hebdomadaires. Donc on a gelé tous les projets qu'on pouvait avoir à côté. Déjà, de toute façon, toutes les réunions étaient arrêtées. Tout ce qu'on peut avoir comme déplacement, c'est pareil. Donc quelque part, on s'est mis en mode interne, pour concentrer les ressources sur la fourniture du besoin, en fait. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant les 8 semaines. Donc instauration de télétravail. Alors il se trouve que c'est pas pour BVB, ça n'a pas été hyper compliqué parce qu'on BVB, c'est une structure qui n'a pas d'outils. Donc, on fait de l'assemblage de prestataires, ce qui fait que l'équipe, elle est présente. Pour les techniciens, de toute façon, eux, en règle générale, ils sont sur le terrain. Et l'équipe administrative est chargée de la commande des boucheries. Donc, on s'est mis en télétravail pour la plupart, en assurant quand même une permanence au bureau pour assurer quand même l'ensemble des communications vis-à-vis de nos clients et nos partenaires. Côté gouvernance, alors ça c'est un point important aussi, donc on a mis en place un directeur téléphonique hebdomadaire afin de faire un point à date factuel et le plus précis possible de la situation. Puisqu'il y a quand même un point important, et j'ai dit tout à l'heure, nous on n'a pas été touché par les problématiques de la RHD. Et il y a un point important quand même dans les métiers de la viande, ça a été quand même le déséquilibre matière. C'est-à-dire que, alors pas BVB parce que nous on le gère pas, ou en tout cas on le fait gérer par d'autres, mais c'est vrai qu'on a eu notamment des groupements qui font partie de la section agricole de Biocoop avec lesquels nous travaillons au quotidien, qui ont été impactés très fortement par des déséquilibres matières. Donc avec d'un côté le côté de la RHD qui s'arrête, donc plus possible de vendre certains morceaux. De l'autre côté, on vend plus en magasin spécialisé, en boucherie artisanale, etc. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes morceaux de viande que l'on vend, quoi. Notamment sur le troupeau allaitant. Et là, clairement, ça a quand même perturbé énormément et BVB a participé, a aidé ces groupements-là à trouver des solutions via notre réseau. Donc, on a aussi eu cette action-là pour pouvoir aider quelques confrères à améliorer faire en sorte qu'ils s'en tirent quand même mieux sur cette période qui était compliquée, quoi. Voilà. Donc, globalement, pour résumer, pour BVB, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, avec le fait que l'activité était forte, il fallait répondre, on a réussi à y répondre, donc je dirais qu'on a passé cette période plutôt quand même sereinement. Alors comment ça évolue maintenant ? Le marché il évolue depuis l'été, en fait la situation s'est normalisée. Quand je regarde l'activité juin, juillet, août, globalement on est peu ou prou équivalent à l'année dernière. Donc ça s'est stabilisé. On a quand même des bruits de fond, c'est-à-dire que on a vu une accélération aussi de la vente à la ferme, vente directe, notamment sur le porc. Donc
on est confronté à aujourd'hui sur une quantité de porcs en ferme disponible qui est un petit peu moins importante du fait que certains éleveurs en gardent une partie pour la vente à la ferme. Donc ça, c'est un point qui sera intéressant à suivre dans les mois qui viennent, parce que je pense que il y en a beaucoup qui ont profité quelque part pour lancer des sites internet et ceux en tout cas qui existaient déjà, hein, les groupements qui avaient déjà des sites pour justement faire des ventes à la ferme en circuit court. Elles ont une forte accélération aussi des ventes pendant cette période. Depuis, ça a baissé, mais on sent quand même qu'il y a une partie qui reste. Donc ça, c'est un point qu'il faudra suivre. Bon, côté GMS, troupeau laitier, c'est rentré dans l'ordre en fait. C'est rentré dans l'ordre. On est plutôt sur des ventes, je dirais, assez similaires à ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. Donc l'enseignement, en tout cas, nous on tire de cette crise, c'est que déjà le point positif, c'est qu'on a pu éprouver notre capacité à réagir d'abord et à agir vite et bien. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a pris. On a pris la mesure tout de suite de la problématique. Et notre objectif, c'était quand même de soutenir finalement cette filière globale et de réussir à faire en sorte de fournir nos clients pour qu'ils puissent aussi fournir les consommateurs et les citoyens. Donc ça, c'est une vraie satisfaction et ça a permis de démontrer aussi que la force du réseau, c'est vrai, je vous ai dit, BVB, c'est un assemblage de prestataires, donc on a des transformateurs, des grosses usines, des petites, on a un canevas en fait d'acteurs qui sont très différents. Et finalement, on a pu constater qu'assez vite, les mécanismes sont mis en place pour pouvoir mettre tout ça dans le bon ordre et faire le travail. Derrière, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ce que ça nous a aussi démontré, c'est que notre filière elle est très fragile, avec notamment la problématique d'équilibrage de la matière première. C'est vrai que quand vous avez le président de la République qui dit à partir de ce soir, ou le Premier ministre qui dit à 18h, à partir de ce soir, tous les restaurants sont fermés, toutes les collectivités ferment, etc. C'est clair que dans nos métiers, la capacité à rétablir les équilibres, elle est quand même très compliquée. Et ça, c'est un vrai défi parce que chez certains de nos partenaires, ça a vraiment fait exploser complètement leur modèle. Et ça, c'est quand même un point. Et j'avoue que c'est après, comme on dit, un cochon ou une vache, elle est conformée, elle a toujours 4 pattes, une tête, un avant, un arrière, et je crois que ça reste quand même un point d'attention pour la gestion de ce type de crise, quoi. Merci Franck. Oui, Franck, voilà. on va conclure là parce qu'on va laisser le temps à Yannick. Je suis un peu long peut-être. Ouais, non, je suis désolé. Maintenant, on est au bout de la conclusion. Donc, du coup, je vais laisser Yannick présenter sa structure également. Là, on est plus sur une filière monogastrique. Donc, j'imagine que l'impact du Covid a été différent, notamment concernant peut-être des ruptures d'appro, peut-être sur des céréales. Sur l'autonomie des fermes, ça peut-être aussi impacté. Donc, Yannick, même exercice, en fait, présentation structure, un point sur plutôt conjoncturel, et puis après, un point structurel sur l'avenir, comment tu vois l'avenir et les perspectives futures du développement du porc bio, du coup. Ouais. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Yannick Blanchard. Je suis actuellement agriculteur dans le bocage vendéen avec un atelier de 900 places de porc et sur 90 hectares de céréales. Donc, je suis aussi administrateur de la CAVAC. CAVAC est une coopérative quand même qui est bien orientée sur la bio depuis une vingtaine d'années, puisque aujourd'hui, sur 4500 adhérents, il y a à peu près 500 producteurs bio de céréales, de léoprotéagineux, de légumes et d'animaux. Donc aujourd'hui, si on s'oriente principalement sur la partie porc, on a créé une association qui s'appelle Porc Bio Atlantique là, depuis 2014
qui est adossé donc au groupement Porcinéo de la Cavac. On produit à peu près 28 000 porcs par an. Il y en a 93% qui sont donc orientés vers notre outil de transformation qui s'appelle Bioport. Donc Bioport, c'est un outil qui existe depuis 30 ans maintenant, mais qui a été racheté par la Cavac en 2014 aussi, 2000, ouais, par là-dedans. Et ce qui fait qu'on a mis en place une filière avec tous les maillons de la chaîne, ce qui fait que du producteur au consommateur, on passe par l'abattoir et la transformation. Et c'est quand même un outil qui nous permet de revaloriser nos animaux sous la marque Bonjour Campagne et Bioport. Donc là où c'est important quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a une activité qui est répartie à peu près sur 40% dans la grande distribution, 40% magasins spécialisés, autrement 1% RHF. Donc on n'a pas mis tous nos œufs dans les mêmes paniers. Mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir 28 adhérents qui sont producteurs pour le port Atlantique et pour aussi l'organisation de la transformation avec Bioport. Ça veut dire que sur ces 28 000 cochons, il y en a à peu près 26 000 qui sont transformés et les 2 000 correspondent à peu près 5 éleveurs qui font de la vente directe régulièrement. Donc l'objectif, ce n'est pas d'empêcher les producteurs de faire de la vente directe, c'est de vraiment planifier les besoins de Bioport à la semaine en annonçant des lots de cochons réguliers. Ça, c'est important pour que par derrière, toute l'outil se mette en route pour pouvoir fournir nos magasins, enfin les magasins. Donc aujourd'hui, on a aussi 1800 hectares qui sont orientés principalement céréales, hein, ce n'est pas de la surface fourragère. Faut savoir qu'aujourd'hui, Cavac, c'est quand même presque 30 000 hectares de production de céréales, d'oléagineux et puis légumes, et 10 000 hectares de surface fourragère. Donc ça représente à peu près 30% de la sol complète d'utilisation Cavac aujourd'hui, donc avec ses adhérents. Nous, on est donc spécialisé en porc. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires à peu près 8 millions d'euros. Et c'est marqué 30 millions au niveau du Bioport, mais c'est plutôt 20. Donc, c'est quand même une filière qui est assez récente, mais qui correspondait à une volonté commune entre les producteurs et les transformateurs d'aboutir à quelque chose de sécurisé, de pérenne et qui permet à tous de s'y retrouver. Donc ces maillons-là, c'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est un pari qui a été lancé maintenant depuis 6 ans et qui commence à prendre forme et qui nous permet de maîtriser au mieux notre production. Et ça, c'est important quand je dis ça parce que tout à l'heure, au niveau de l'agence bio, on disait qu'il y avait pas assez de production de porc bio en France et qu'on a certains transformateurs qui importaient de l'étranger, enfin du moins de l'Europe. Ok, on ne se lance pas non plus producteur de porc comme ça. Et l'important, et ça c'est notre un bel état d'esprit, c'est de dire qu'on produit s'il y a un marché en face. Donc le marché, c'est pas de se dire qu'on a besoin que de jambon ou que de poitrine pour faire du lardon, par exemple, mais que un porc, c'est une carcasse complète qui a besoin d'être équilibrée. Et ça, devant le développement qu'il y a eu à travers la bio, il y a certaines grandes distributions qui ne comprennent pas vraiment. Donc c'est à nous quand même de nous imposer parce que il faut éviter les erreurs qui ont été commises par le passé dans le conventionnel. Et on sent qu'il y a une petite tendance dans ce sens-là, donc attention. Donc aujourd'hui, on va dire depuis le mois de mars, on a donc nous aussi été confrontés au Covid. Il y a eu quand même une réaction de production qui a bondi de 40% au sein de Bioport. Donc ce qui fait que ça s'est organisé pour faire le travail. Hein. Aujourd'hui, Bioport, c'est 110 salariés, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, ce côté gens pouvaient rester chez eux justement pour s'occuper des enfants. On a été confronté à ça parce qu'il faut savoir qu'en termes d'intérim, trouver du personnel qualifié pour travailler dans la transformation, c'est pas évident. Donc il a fallu trouver des solutions avec des évolutions de poste, des changements de poste. Enfin voilà, ça c'est quand même pas mal mis. Et l'objectif, c'était aussi de sécuriser les salariés pour que personne attrape le Covid. Donc ça, c'était important. Et mais malgré tout, on a répondu présent à la demande, puisque ces 40%, c'était principalement caractérisé par de la poitrine et du jambon. Donc c'était assez pour nous intéressant, puisque en termes de stock, il y avait un petit peu de congélation. Donc ça nous a permis de supporter tout ça. Donc
On n'a pas vraiment eu d'impact Covid réel puisqu'on a répondu à la demande. Et ça, à travers nos organisations, c'était intéressant. Goulven, tu parlais tout à l'heure de d'approns céréales aussi pour nos producteurs. Quand on sait qu'au niveau aujourd'hui de la coopérative, il y a plus de 30 000 hectares, il y a 30 000 hectares de céréales, avec une organisation de gestion du grain et de stock, ce qui fait qu'on a pu répondre aussi aux besoins de nos producteurs en termes d'oléagineux et de végétaux. Et ma foi, il n'y a pas eu vraiment de difficultés précises. On est dans des élevages de porcs, il faut que les cochons ils partent toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et ça, toute notre organisation de groupement de producteurs a répondu présent aussi. Ce qui fait que voilà, on a pu continuer à travailler sans de grosses pressions précises. Et en fait, nos abattoirs aujourd'hui n'ont pas été concernés par le Covid, contrairement à certains en Bretagne ou je vois même à côté de chez moi en élevage bovin. En abattoir bovin. Voilà, donc on est dans une situation plutôt intéressante. Et si on se limite à la partie porc et donc bioport, cette évolution de part de marché de 40%, enfin du moins de production de 40%, s'est calmée maintenant, il faut le dire. On a parlé de consommateurs qui s'orientaient sur des produits locaux, sur de la vente directe, sur du territoire, du local, ok. Les habitudes ont vite disparu. On va dire que les anciennes habitudes des consommateurs ont repris un petit peu de place. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a peut-être capté 5 à 10% de conso supplémentaires, mais en fait, on revient à une situation d'équilibre de production par rapport à ce qu'on avait vécu avant. Et maintenant, savoir comment ça va évoluer, j'en sais rien. C'est le Covid aussi qui va faire en sorte qu'on puisse arriver de la TME ou pas. On se rend compte qu'après le brassage estival et le retour à l'école des élèves et étudiants, voilà, il y a un peu de recrudescence de Covid. Il faut faire attention. Maintenant, il va falloir quand même qu'on apprenne à vivre avec et puis qu'on contre-attaque parce que ça fait 6 mois qu'on est sur la défensive. Donc, si on ne veut pas complètement bousiller notre économie, il va falloir avancer un peu. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on fait, se protéger et puis à travailler et produire le mieux possible des produits de qualité. Donc, on est dans une configuration où aussi le porc en tant que tel se consomme pas plus forcément en bio qu'en conventionnel, puisque voilà, quand on parle de santé, manger de la charcuterie, c'est pas vraiment conseillé par le milieu médical. Donc voilà, le jour où ce sera différent, on pourra peut-être penser autrement. Mais voilà, l'objectif c'est de maîtriser ce qu'on fait, c'est d'assurer une pérennité de nos élevages, de l'outil de transformation et de continuer à travailler dans ce sens-là, avec un certain aussi rapport avec ce qui se passe au niveau national, puisque l'objectif, c'est de se concerter avec les différents groupements de producteurs pour qu'on voit un petit peu comment chacun progresse ou avance et qu'on ne dérape pas dans cette production de porc biologique qui, malgré tout, va avoir toutes ses limites si on ne reste pas cohérent avec la maîtrise de la carcasse, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement à ce que tu veux, Goulven, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé en gros là depuis 6 mois à notre niveau. Allô? Oui. Donc, je vous propose de déborder un petit peu parce il est déjà midi pour avoir comme un temps d'échange. Donc, du coup, la règle, en fait, c'est d'ouvrir son micro, de se présenter, puis de dire, en fait, à qui s'adresse la question. Donc, du coup, la balle est dans le camp des participants, du coup. Bon, moi, je vais me lancer, du coup, sur la première question, vu qu'il n'y a personne qui réagit. Une question donc à Yannick et à Franck concernant en fait l'accueil de nouveaux producteurs. Est-ce que vous avez quand même une stratégie de développement? On a bien vu que là on était sur un retour à la normale. Est-ce que vous avez quand même une stratégie de développement avec un accompagnement et un accueil de nouveaux producteurs au sein de votre structure? D'abord Yannick et puis ensuite Franck peut-être?
Ok. Donc, pour être clair à notre niveau, on a simplement bouclé, entre guillemets, les éleveurs qui avaient des projets et qui étaient dans les tuyaux. Mais aujourd'hui, on n'incite personne à se relancer en tant que producteur, puisque toute notre organisation est basée aussi sur de la contractualisation. Et aujourd'hui, en tant que en tant que responsable d'association et donc de groupement, c'est de constater qu'on ne pourra pas honorer forcément nos contrats si on développe de trop sans qu'il y ait un marché vraiment précis en face. Voilà. Donc non, on stagne. On est en attente des dernières négociations pour l'évolution du dernier cahier des charges européen. C'est pas facile avec l'INAO. Et puis, on a aussi quand même à conforter nos élevages à travers cette biosécurité qui va être imposée, parce que voilà, tout ça, c'est quand même des petits ennuis qui viennent se rajouter au travail qu'on a régulièrement tous les jours. Donc attention, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Ok, merci. Du coup, Franck, de ton côté? Ouais, du côté BVB, je dirais que c'est plutôt, alors je rejoins Yannick sur la partie port, c'est-à-dire qu'on on avait contractualisé avec 2 nouveaux éleveurs, avec des apports qui vont permettre d'avoir 15% de plus à peu près, entre ceux qui arrêtent et ceux qui arrivent. Donc pour l'instant, ils vont commencer à commercialiser leur port à partir de fin d'année là. Donc dans l'immédiat, on va déjà absorber ça et voir un petit peu, se mettre en position d'attente là pour voir comment tourne un peu le marché. Après, sur toutes les autres filières, on fait comme dans le bovin, l'agneau, etc. Je dirais le lapin, on continue je dirais, etc. On prospecte pas en fait, on prospecte pas, mais on a régulièrement des éleveurs qui viennent de taper à la porte de BVB, donc on étudie tous les projets et si ça convient, on les intègre. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur cette question. Ok, merci. Est-ce que les participants à la conférence ont des questions? Du coup, je vous laisse ouvrir votre micro puis poser la question. Alors peut-être que les participants n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur micro parce que c'est contrôlé par ailleurs. Donc je vous invite, en fait, vous avez dans le menu qui est en bas de votre écran, vous avez un onglet réaction dans lequel vous pouvez lever du coup la main si vous souhaitez intervenir, poser une question. N'hésitez pas. Pour le coup, j'aurais moi-même une question à poser à nos intervenants. Aujourd'hui, un éleveur qui souhaite s'installer, se convertir à la bio en élevage, qu'est-ce que vous lui conseilleriez en fait, compte tenu à la fois de vos constats sur le marché de la viande aujourd'hui, la viande bio, et est-ce que vous pensez que, c'est ou est-ce que ça dépend des productions, est-ce que ça dépend des débouchés, je vous écoute. Je ne sais pas si Yannick intervient ou si j'interviens ou je vais prendre la main du coup là-dessus. Oui, donc là c'est Franck. Du coup, en fait, bon, déjà, on l'a montré tout à l'heure, les marchés sont en progression. Hein, donc, si je reprends moi ce qui se passe chez BVB, quand je vois globalement, BVB en fait, pour vous donner l'idée, c'est 1/1000 du chiffre d'affaires du bio, du total bio en France. Quoi, hein. On fait 12 millions d'euros. Eva disait tout à l'heure, c'est 12 milliards le total. Donc nous, c'est 1 pour 1000. En fait, je me rends compte quand j'analyse les chiffres que en 2015, c'était 1 pour 1000 et en 2020, c'est 1 pour 1000. Donc, en fait, on a progressé sur le même rythme. Bon, on voit bien que ça progresse. Je pense qu'il y a des tendances de fond qui nous disent que les citoyens vont aller vers des modes de consommation plus vertueux, etc. Donc, je pense que ça, c'est plutôt censé nous donner confiance. Derrière,
derrière, c'est le gros enjeu pour nous, c'est comment finalement cet équilibre se fait avec l'arrivée massive de la GMS. Donc on a bien vu les chiffres aussi. Ce que disait Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que le bio progresse, mais jusqu'à maintenant, c'était quand même une niche. On sort de la niche et puis on arrive vers quelque chose qui cause un petit peu plus. Le problème, il ne faut pas que ce soit géré demain comme du conventionnel et il faut qu'on garde quand même cette notion d'équilibre et c'est plus là que sont nos enjeux. Et du coup, quelque part, les élevages derrière, on doit être aussi attentif à ça lorsqu'on amène aussi nos éleveurs, je dirais, dans l'aventure, quoi. Donc voilà. Alors, je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais en tout cas, si chez BVB on se rend compte que depuis 30 ans, on accueillait tout le monde, le marché était tyran, il n'y avait pas de souci. On sent qu'on rentre effectivement dans une nouvelle ère où c'est toujours tyran, mais on n'est pas dans le même contexte et il va falloir qu'on dirait quelque part qu'on se adapte à ça. Ouais, c'est ça. Et si je peux compléter aussi, je pense que c'est le marché qui va tout décider. Et le marché aujourd'hui, c'est le consommateur qui le fait. Mais le consommateur, on a parlé tout à l'heure, il constate que le bio, ça coûte aussi cher. Dans sa gestion de budget, ça va être aussi délicat. Mais c'est surtout pas produire plus qu'on pourra vendre. Et cette démarche-là, elle n'est pas forcément facile à faire comprendre à tout le monde. Mais quand il y a des enjeux économiques derrière, parce qu'on est avec des adhérents qui ont investi, pour certains beaucoup, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et de développer la bio pour se faire plaisir, avoir des chiffres intéressants au niveau national, peut-être, mais quand derrière, il y a des enjeux économiques, il ne faut pas faire n'importe quoi, je me répète, mais ça fait partie un petit peu de cet état d'esprit que nous, on met en place au niveau de la coopérative et qui devrait être un petit peu nationalisé parce que attention au dérapage, quoi. Voilà. On avait des questions qui arrivaient du coup par le texto, du coup, par le chat, notamment les questions sur les démarches éthiques engagées notamment chez la CAVAC en fait. Yannick, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment c'est mis en place au niveau de la contractualisation les démarches de commerce équitable Nord-Nord, du coup, il y avait une question là-dessus qui était posée. Ouais. Là, c'était plus pour parler par rapport à Agritic. Oui, je D'accord. pense. Ouais. Mais ça part d'un constat très simple, c'était de se dire comment demain on fait en sorte que l'agriculteur il s'en sorte. Pour ça, il lui faut des prix rémunérateurs. Et donc, la réflexion était lancée d'abord sur des prix de rémunération aux producteurs qui soient suffisamment élevés pour que le producteur en vive. Et après, comment on le répercute dans la transformation et aux consommateurs. Donc, c'est un engagement, on va dire, tripartite entre le producteur, la coopérative, le transformateur, qui pourrait être, en l'occurrence, on avait commencé avec de la farine et j'étais sur du pain en boulangerie. Donc aujourd'hui, ça a pris une ampleur telle que on l'adapte aussi au bio, mais quelque part, ça vient conforter un engagement qui était déjà contractualisé avec des prix rémunérateurs. Donc on est dans une configuration où ça s'adapte aussi bien au conventionnel qu'au bio. Parce que, il y a quand même quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est que le bio, c'est bien, mais on a aussi des producteurs qui travaillent en conventionnel qui produisent des produits de qualité. Et ça, on ne le dit pas assez parce que chaque mode de production aujourd'hui est complémentaire. Donc, ça, je trouve que c'est hyper important. Et au niveau de la coopérative, c'est dans ce sens-là qu'on progresse. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y aura de la place aussi pour des consommateurs qui seront un petit peu moins dans la possibilité d'acheter du bio, mais qui doivent se nourrir correctement. Et ça, aujourd'hui, on a des producteurs qui savent très bien le faire. Donc, ce côté agri-éthique, ça rapproche autant de la production conventionnelle que de la production bio. Et elle est dans une démarche de progrès collectif, quoi, en fait. Voilà. Ok, merci. Donc, du coup, il y a une question qui découle. Là, on est un petit peu dans la loi Egalim avec l'équitabilité des relations producteurs et distributeurs. Lorsque tu disais, Yannick, sur la restauration hors domicile, il y avait 20% de votre chiffre d'affaires. Donc, du coup, il y a eu des transferts de la restauration hors domicile vers les autres débouchés. Là, on est quand même loin des 20% de produits bio dans la restauration collective.
est-ce que cette rentrée, il y a eu un redémarrage de la restauration hors domicile ou ça reste toujours en demi-teinte? Non, à notre niveau, il n'y a rien de trop particulier. Ça stagne. Je pense que le marché aujourd'hui, il se cherche. Si demain, c'est imposé par le gouvernement d'avoir des produits bio dans les rations collectives et autres, et que chaque organisme sera obligé de s'y pencher, voilà, on aura matière à mettre en place des producteurs et de la production, mais il faut que ça soit bien structuré. Et aujourd'hui, on le voit bien chez certains, c'est une question de prix, mais on voit avec les GAB et autres que dans cette démarche-là qu'ils ont depuis un petit moment maintenant, il y a matière à maîtriser tout ça et faire en sorte que du bio qui soit consommé en RHD. Par contre, voilà, nous, on a plutôt un développement en partie végétal avec on va dire nos petites graines de champ qui sont la lentille, le coco, enfin les choses comme ça, comparativement à une production animale. Ok, Ça répond pas? merci. Ouais, Si, si, ça répond. Si, 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 si. Si. Il y avait aussi un autre élément qui arrivait dans le chat. Au fait, c'était par rapport aux conditions d'élevage et les abattoirs. En fait, les conditions d'abattage, notamment l'impact du Covid sur certains abattoirs allemands. Est-ce que c'est une chance pour l'activité française, du coup? Même si on a vu que Kermenay, aussi à Cran, les abattoirs du Grand Ouest ont été impactés. Vous, de votre côté, ça n'a pas eu d'influence ni chez BVB ni chez la Cavac. Peut-être que ça a plus impacté le conventionnel que la bio. Mais est-ce que justement par rapport à cette question d'importation du porc des pays du nord de l'Europe enfin, sur certains morceaux vers chez nous, ça a impacté le marché de la GMS, enfin du porc bio en GMS du coup? Vous avez analysé cet élément ou pas de votre côté? moi, le peu que j'en sache, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Allemagne n'est plus forcément lié au Covid, c'est lié à la peste porcine africaine. Et là, les conséquences elles vont être encore plus dramatiques, puisque des cochons, on va en avoir à bas de pied affané en Allemagne, ce qui fait qu'ils vont les proposer à des prix inférieurs pour les exporter en Europe. Ils n'ont plus le droit de les exporter en Chine, voire même en Asie. Et là, les conséquences vont être dramatiques. Et le Covid à côté, ça va être rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'on se trompe de cible, quoi. Mais là, la peste porcine c'est aussi dangereux. Merci pour la réponse. Du coup, effectivement, quand on voit ces crises sanitaires, H1N1, grippe A, grippe porcine, grippe aviaire également, en fait, on est dans un contexte sanitaire en fait, qui tend vers la relocalisation des productions, aussi produire pour un marché intérieur. On va prendre peut-être une dernière question, parce qu'on a quand même débordé de 14 minutes. Il y avait des questions notamment sur les céréales, en fait. Une question qui évoquait si les élevages freinent leur développement, notamment monogastrique. Est-ce qu'il y aurait des problèmes sur les débouchés céréales? Alors, personnellement, je ne pense pas, parce qu'on est quand même en déficit en céréales pour l'alimentation humaine. Mais, l'adéquation entre le développement de la production monogastrique et puis la production de céréales. Ouais. C'est un tout, en fait. Je sais qu'au niveau de la COP, chez nous, on raisonne grande exploitation et on se dit on a des animaux à nourrir. Voilà comment on répartit la sole et l'assolement et justement notre rotation culturelle. Et c'est pas évident de considérer qu'il fallait avoir du développement. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de créneaux où on peut développer encore. On parlait tout à l'heure des lentilles, des choses comme ça. Là, il y a matière encore. Il nous faut aussi du blé de qualité qui a besoin d'avoir de la protéine pour travailler en meunerie. À ce niveau-là, c'est plus dans la partie agronomie, dans la partie ressources azotées pour pouvoir alimenter les plantes. Là aussi, on y travaille. Maintenant, voilà, il y a des réflexions au niveau national par rapport au plan protéines aujourd'hui, donc autant en conventionnel qu'en bio.
Il va peut-être falloir aussi arriver de trouver des solutions parce que ce plan protéine, je ne sais pas, c'est le 5 ou 6e qui existe là, sans jamais vraiment progresser. Donc, cette autonomie à la française, on y travaille. Et on a quand même un élément qui est déterminant en production biologique, c'est le climat. On voit encore cette année, on a un peu douillé. Donc, si une année sur 2 ou 3, on produit 2 fois moins de céréales, comment on gère les marchés, comment on gère nos stocks, c'est quand même des éléments déterminants pour la suite, puisque malgré tout, il y a de l'importation qui existe avec des produits de qualité. Il faut faire attention à tout ça pour que justement on n'importe pas n'importe quoi. Et il faut rester vigilant, mais il faut raisonner d'une manière assez européenne, on dira, et travailler aussi en interne au niveau national pour qu'on puisse produire tout ce dont on a besoin en France, quoi. Mais ça peut être des fois des vœux pieux. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Yannick, c'est vrai qu'il faut vraiment raisonner au niveau européen. Il faut savoir que l'essentiel des céréales qui sont importées viennent de pays qui sont sous vigilance de la part des autorités européennes. Des céréales bio qui sont importées viennent de pays sous vigilance au niveau de la Commission, en fait, que ce soit l'Ukraine, voilà, des pays qui sont pas très sûrs, où la traçabilité n'est pas toujours très bien assurée. Il peut y avoir aussi des débouchés pour nos confrères européens, les Allemands, les Danois, qui, eux, importent quand même pas mal leurs céréales pour faire venir les animaux. Donc, il faut vraiment tout considérer, en fait. Exact. Et s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être laisser Nadia dire le mot de la fin pour conclure. On vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence un peu spéciale. Écoutez, de toute façon, alors il y a un enregistrement qui est en cours et il va être projeté du coup sur les sites Interbio, Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne. Et puis la présentation pourra être diffusée sur demande ou elle sera éventuellement présente sur nos sites. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez l'obtenir. Et je remercie aussi du coup Yannick Blanchard, Eva Lacarce et Franck Lepoil pour ces interventions. Et on se retrouve à la prochaine édition en 2021, on espère physiquement. On vous remercie encore et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.